mes collègues prennent en considération que je suis profane par rapport à ce qu'ils maîtrisent. Non, je pense que nous sommes à un niveau relativement ordinaire. Bon, j'oublie pas de te remercier et de remercier à travers toi, mais vraiment infiniment, c'est Mohamed, à travers toi la fondation et le personnel de la fondation. Et puis, la rénovation. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, hein, ça se sent. Donc, مازال مسيل الدم. Alors, بصحة. Je remercie vivement aussi mes collègues et amis Serhal et Si Afoulay, C'est Khatir, pour avoir accepté d'être complice de ce travail un peu. Alors, je vais vous rendre la monnaie, c'est aussi vaste, donc je ne vais pas répondre à tout. Je ne vais pas répondre à tout, comme ça on est tranquille, match nul. Mais vous avez soulevé plusieurs questions. Moi, pour rester un peu dans la suggestion de C. Mohamed Janjar, alors, l'anthropologie, le métier de l'anthropologue, je ne vais pas faire d'histoire de l'anthropologie, je vais un peu dire ce que j'entends par l'anthropologie. C'est d'abord souvent, généralement, un travail de terrain, des relations de face à face avec la population, une description ethnographique, microscopique, qui prend en considération les acteurs, le contexte, leur vocabulaire, leur représentation, et ainsi de suite. Donc, c'est pour vous dire et pour revenir à l'anthropologue chez soi, j'ai passé une dizaine d'années pour produire 2 livres dans le Haut Atlas et pour décrire, je ne sais pas, peut-être le 1/1000 de leur vie quotidienne. Donc, je suis toujours frustré, j'étais toujours fatigué culturellement parce que je n'arrivais pas, même étant marocain, même parlant la tâche el-Haït, même, je n'arrivais pas à faire une ethnographie relativement exhaustive. Et donc l'astuce pour les anthropologues, être exhaustif, c'est répondre à ces questions. Donc, vous avez des questions, dès que vous répondiez à vos questions, parce qu'avant j'avais l'impression que je devais, au début, je le raconte dans le livre, je vais travailler sur le sacrifice, sur tous les sacrifices, sur tous les rituels depuis le baptême jusqu'au rituel funéraire. Je croyais que c'était facile, donc voilà, 3 mois, 2 mois, et puis et après, toute la thèse a porté sur le Ma'rouf. Le deuxième livre, tout le livre a porté sur le Moussam de Sidi Chmarouch, mais avec un aspect qui est le rapport entre les rituels et la politique. Les gens sacrifient, ils abandonnent de l'argent, ils abandonnent de la viande, ils abandonnent des bougies. Les anthropologues ont beaucoup travaillé, comme moi j'ai travaillé sur le sacrifice, depuis la collecte des sacrifices jusqu'à l'égorgement. Qu'est-ce qui se passe après? Et là, je vais découvrir que c'est un enjeu économique, d'où rituel et politique. C'est un enjeu économique. Le sacrifice est un enjeu économique. Il y a la tribu, il y a un lignage des servants, et il y a un conflit qui a duré une dizaine d'années, une quinzaine d'années, un conflit autour de qui va s'approprier les sacrifices. D'accord? Donc voilà un peu l'ethnographie, c'est un peu l'atelier de l'anthropologue, c'est-à-dire une description microscopique à l'aide des gens. Ce n'est pas des documents de seconde main, même si on utilise des documents de seconde main, des archives, des rapports de Qaïd, des rapports de Chir, etc. On les utilise, mais l'essentiel, c'est de la bouche de nos informateurs. Cela, lorsqu'on travaille sur le terrain, mais lorsqu'un historien travaille sur l'histoire, lorsque moi-même je travaille sur l'histoire, l'anthropologie, ce n'est pas faire du terrain, c'est s'inspirer, c'est un peu l'esprit du terrain, c'est s'inspirer de mes travaux sur le terrain, d'accord, pour décrire la contestation du Daïr berbère, par exemple, ou dit berbère. Donc je me dis, je dois fournir, tant que l'archive et tant que les données le permettent, fournir les mêmes données microscopiques, être proche des gens, connaître les acteurs, c'était à Salé, connaître les acteurs, Abou Bakr al-Qadiri, Sabihi,
Hajji, etc. Connaître, c'est pas faire leur biographie, c'est les situer. Et situer l'espace dans lequel ils se rencontraient, la plage, Nadi al-Adabi al-Islami, le club littéraire, et ainsi de suite. Je ne peux pas faire de l'histoire avec des événements, Daïr Berber, contestation, ils sont sortis de la grande mosquée, etc., etc. Et donc même Hajji, qui faisait un peu le tour des imams pour leur dire, bon, maintenant on va faire le Daïr Berber, etc. Enfin, on va contester le Daïr Berber. Et puis quelqu'un, je ne me rappelle plus, peut-être Sbehi, peut-être Hajji, je ne me rappelle plus, c'est raconté également par notre ami, collègue Brown, Kenneth Brown, dans ce livre sur Salé, mais c'est raconté dans les témoignages. J'ai eu la chance de trouver 3 ou 4 témoignages, des gens qui racontaient, des acteurs qui racontaient. Et parfois, je ne dis pas que les historiens négligent ça, mais la formation politiste, etc., néglige le témoignage. C'est pas un témoignage. Pourquoi moi témoignage, quelqu'un qui témoigne, moi je vais. C'est pas une archive témoignage, ça doit être le Marzen, ou ça doit être l'ONU, ou ça doit être un parti politique, etc. Et là, on trouve les données de seconde main, mais qui ressemblent un peu aux travaux de terrain. Et j'ai toujours dit que l'historien, je l'ai dit à mes amis historiens, je leur dis, moi, à la limite, quand je bute sur quelque chose, je retourne la semaine d'après ou le mois d'après où je pose les questions. Mais moi, sur le symbole, sur le sens et la signification du palmier, Fa'id l'Arsh ou l'Ayad, j'espère que l'autre fille va m'aider, et d'autres m'ont dit, je n'ai rien trouvé. Parce que vous n'avez aucune technique de trouver. Qu'est-ce que tu vas lire? Tu vas venir à la fondation et feuilleter. Le PDF facilite un peu maintenant les choses. Tu peux mettre palmier et tu auras pas mal de... Mais, donc voilà, même en faisant de l'histoire, maintenant je travaille sur Afghani, sur Abdou, sur Al-Benna, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est les gens. Il est cycliste, il est charpentier, qu'est-ce qu'il est? Afghani, avec qui il parlait? Avec des ingénieurs, avec des poètes. Et Al-Benna, il parlait avec des réparateurs de bicyclettes. Et ça, on ne va pas le trouver dans les livres de la grande théorie. On va le trouver soit dans les livres de biographie, que les Américains savent faire, et d'autres, très peu les Français, soit dans les biographies des acteurs eux-mêmes. Al-Benna, il a une biographie, Afghani, d'autres disciples ont fait des biographies, etc., etc. Mohamed Abdou a écrit une biographie, Rachid Rida, on les trouve. Vous allez dire, bon, il ne faut pas croire les biographies, oui, je ne suis pas naïf, mais bon, mais c'est des documents. On sait qu'Afghani il est dans un club, il est dans un café, il fume, il boit un peu, etc., etc. Et donc voilà, c'est restituer un peu le contexte, la situation des acteurs, restituer la biographie des acteurs, faire de l'ethnographie historique ou de l'anthropologie de l'histoire. Donc voilà un peu, c'est un peu fou, ça prend beaucoup de temps, ça fatigue, mais bon, c'est le métier l'exige. Les historiens le font également. Je ne dis pas que les anthropologues d'autres sciences sociales le font. Ils n'ont pas le monopole de la précision et de la description. Le livre, je ne peux pas dire quand est-ce qu'il a commencé, parce que c'est difficile, il y a toujours des tiroirs, des fichiers un peu. Mais je pense, juste pour cet exposé didactique, je pense avoir réfléchi un peu à le faire, mais de façon très saccadée, à partir d'une conférence que j'ai faite devant Clifford Geertz. C'était un hommage à Clifford Geertz en 2001-2002 à Safrou. Et donc on m'a demandé de faire un hommage, il était là, donc 2001 à Safrou, donc Clifford Geertz était là, donc j'ai lu également pour la première fois, je lis un texte parce que c'est un texte à lire et pas... Et c'est le titre de la communication, c'était... Non, c'est pas sur la longanimité. C'est comment lire des textes sur sa propre culture. Ou pas comment, lire des textes sur sa propre culture. La question était très simple. Je lis Clifford Geertz. Clifford Geertz a travaillé sur l'Indonésie, sur Java, sur Bali. Il a travaillé sur le Maroc. Et la question, quelle est la différence en tant que lecteur,
Hassan Rachid, marocain, anthropologue, lorsqu'il lit des textes sur le Maroc et des textes de Geertz sur l'Indonésie. Nigara ne me dit rien. Et d'autres mots balisés, ça me dira, c'est État. Le Makhzen me dit quelque chose. Même si j'ai jamais travaillé sur le Makhzen. Même vous, vous avez une idée sur le Makhzen. Et donc, ça, c'est un premier degré de la familiarité. Ça ne veut pas dire que je maîtrise le concept de Makhzen. Ça veut dire tout simplement que j'ai une notion, même vague, sur... Et donc c'était un peu ça, c'est là où j'ai posé la question de la familiarité, que veut dire familiarité, etc., que je reprends ici. Alors, ce n'est pas, au départ, c'était autobiographie intellectuelle, parce qu'il y a des autobiographies intellectuelles. Moi, je peux faire l'autobiographie intellectuelle de Gellner, ou de Hamoudi, ou de Pascal, etc. Et donc j'ai abandonné autobiographie intellectuelle comme sous-titre, parce que ce n'est pas une biographie, ce n'est pas une autobiographie. Et c'est un jeu difficile à définir. Donc, Paul Ricoeur, il a des textes magnifiques sur le soi, sur le jeu. De façon très simple, c'est un jeu qui est contextualisé, c'est un jeu qui a une histoire, et c'est un jeu qui est dynamique. Donc, il y a Hassan le naïf, il y a Hassan l'étudiant, il y a Hassan qui ne connaît rien au terrain, il y a Hassan qui est débutant, il y a Hassan qui est terminé le terrain, il y a Hassan, etc. Donc, ce n'est pas un jeu absolu, ce n'est pas un jeu absolu qui va écrire à main levée sur son parcours. Comme tout le monde peut le faire, mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, c'est un jeu dynamique, c'est un jeu contextualisé, situé par rapport à un réseau. Il y a des noms qui ont été cités, il y a d'autres noms qui n'ont pas été cités. Donc je ne vais pas tous les citer parce qu'ils sont nombreux. Donc je suis inscrit dans des réseaux. Il y a le hasard, mais il faut saisir les hasards. Tous ceux qui ont rencontré Pascal ne sont pas devenus anthropologues. Tous ceux qui ont suivi les séminaires de Bruno Etienne ne sont pas devenus chercheurs. Donc il y a Mohamed Mahdi et Mohamed Tozi. Donc peut-être que j'ai oublié d'autres, mais bon. Donc il y a la question de jeu qui m'a posé un problème, parce que bon, à partir des années 90, le jeu narcissique, le jeu regardez-moi, les difficultés, le terrain, je mange des boîtes de sardines, il y a des puces dans le village, etc. Donc ça, c'est pas ma tasse de thé. C'est un jeu qui réfléchit, qui retourne sur sa trajectoire, mais à partir de médiations. Si ces médiations n'étaient pas offertes à moi, je n'aurais pas fait ce livre. Je ne l'aurais pas fait. La première, elle est ethnographique. J'ai gardé tous mes carnets de terrain, une vingtaine, que j'ai scannés, que je vais publier. Publier au sens de publication, de partager avec le public. Il y a les vidéos, il y a les audios, les entretiens que j'ai numérisés et donc que j'ai encore repris. Il y a d'autres, il y a les archives de terrain, etc. Médiation matérielle, parce que la mémoire, elle est ce qu'elle est. Ça m'a joué pas mal de tours. À chaque fois, plusieurs fois, je croyais ceci, et puis quand je consulte mes carnets mes notes, mes carnets de terrain, je trouve autre chose. D'accord ? La deuxième, c'est une médiation théorique. C'est-à-dire, j'ai déjà travaillé le proche et l'orientation sur mes collègues américains, anglais, français, etc. Je me suis appliqué les mêmes principes. Les mêmes questions que j'ai posées pour étudier l'œuvre de Geertz ou de Gellner ou de Berg, je me l'étais posé, ma situation ethnographique, qui es-tu, est-ce que tu maîtrises la langue des gens, la durée du terrain, etc., etc. Donc je ne sais pas, c'est un peu technique, mais disons, s'il n'y avait pas ça non plus. Donc ce n'est pas uniquement une narration, ce n'est pas uniquement voilà ce que j'ai fait, c'est un peu, on va dire, orienté par des questions de la zaouïa des anthropologues, de la zaouïa des sciences sociales en général. D'accord ? L'accès au terrain, c'est une question que nous enseignons à nos étudiants. Comment accéder au terrain ? Donc j'ai raconté tout simplement comment j'ai accédé au terrain. Avec des difficultés, je n'ai pas réussi mon deuxième terrain. J'ai réussi mon premier chez les Zemmour. Mais là, comme tu as dit, il n'y avait aucun séminaire sur le terrain, aucun séminaire sur les méthodes. Comme je dis, je ne sais pas pourquoi ça t'est arrivé, c'est swim or die. Oum ou lamout. Donc tu vas sur le terrain, sans bagage théorique, sans rien. Zama. Donc, mais Zama, maintenant je le dis, mais à l'époque,
pour nous, c'était ça. C'était normal de partir sur le terrain avec, je vais travailler sur les archives de Khmissat, sur les archives de tribunal de première instance, sur les archives des tribunaux coutumiers, je vais photocopier, je vais noter, etc., etc. Et puis je vais poser quelques questions sur la généalogie, l'histoire, le pacte de Tata, une dizaine, une vingtaine d'entretiens, c'est ça le terrain. Donc je raconte un peu tout ça. Il y a des niveaux, il y a plusieurs niveaux dans le livre. Il y a des niveaux qui peuvent intéresser le lecteur curieux ou la lectrice curieuse. Il y a des niveaux, bien sûr, qui concernent les jeunes chercheurs qui veulent. Et puis le niveau des collègues, etc. Donc je raconte comment je suis venu aux sciences sociales, comment j'ai appris le terrain, comment j'ai fait le terrain, comment je me suis converti à l'anthropologie, comment je me suis, dans le cadre de l'anthropologie, j'ai changé de modèle théorique, etc. Et pourquoi, et ainsi de suite. Mais ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Alors, pourquoi objectivité? Pourquoi poser la question du terrain? Pourquoi poser la question du terrain? Je pense les historiens, pour les historiens, j'exagère peut-être, l'autre fille peut me corriger, l'archive est centrale. Pour le géographe, l'espace est central. Pour l'anthropologue, l'ethnographie et le terrain est central. Je ne dis pas que les anthropologues qui ne font pas de terrain ne sont pas anthropologues ni ne font pas l'anthropologie. Il se trouve tout simplement que dans la tradition anthropologique, on a donné beaucoup plus de... Et donc le terrain, c'est important parce que par rapport aux historiens, par rapport aux géographes qui ne font pas le terrain, parce que nous avons des collègues qui s'inspirent de l'écologie culturelle, qui font du terrain, qui posent les mêmes problèmes que nous. Les politologues qui font du terrain posent à peu près les mêmes... Bon, mais la tradition anthropologique, tu le sais, c'est notre zaouia, il faut faire un peu d'éloge. Et non, la tradition anthropologique du terrain, il est assez fort. Et donc, l'intérêt de ça, c'est que la production de la connaissance est une production de première main. Et il se fait dans le cadre d'une relation de face à face, d'une observation directe. Qu'est-ce qu'il faut observer? Vous allez observer le marouf, il y a un rituel, il y a des cérémonies de mariage. Qu'est-ce que vous allez observer? Nous avons tous assisté à des cérémonies de mariage. Posez-vous la question, qu'est-ce que je vais noter? Qu'est-ce que je vais noter? Je suis en train d'observer. Vous ne pouvez rien noter parce que vous n'avez pas derrière vous des questions, etc., d'une démarche, une grille d'observation, etc., etc. Donc le terrain est central. Il n'est plus pour moi à partir des années, vous l'avez rappelé, à partir des années, milieu des années 90, mais l'esprit du terrain, le reste indigène, position de l'anthropologue chez soi. Je pense pas, mais je dirais jamais je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas que l'anthropologue étranger, sa position est claire. On peut penser que sa position est claire lorsqu'on réduit sa situation sociale, sa position sociale uniquement à son statut de chercheur. Mais dès qu'on intègre, est-ce qu'il est catholique, est-ce qu'il est protestant, est-ce qu'il est agnostique, est-ce qu'il est américain, est-ce qu'il est libéral, est-ce qu'il est de droite, est-ce qu'il est de gauche, est-ce qu'il maîtrise la langue berbère, est-ce qu'il est ethnocentriste, est-ce qu'il est xénophobe, à ce moment-là, je deviens comme lui. Je deviens comme lui. C'est-à-dire les mêmes difficultés que j'ai par rapport à ma société, peut lui l'avoir en partant des valeurs de sa société par rapport à la société. Donc je ne pense pas qu'il est... D'ailleurs, la longanimité, j'ai un article où je plaisante un peu, mais bon, pas beaucoup, sur la situation de Clifford Geertz et de Paul Rabino. Clifford Geertz en Indonésie, bon, je ne vais pas raconter ça, mais en gros, la longanimité veut dire tout simplement cette tendance de l'anthropologue occidental à vouloir souffrir. Clifford Geertz, quelqu'un est venu, son assistant est venu le voir, lui a prêté sa machine à écrire, Geertz a prêté sa machine à écrire. C'est un homme de théâtre en Indonésie, c'est pas un informateur, c'est tout. Il lui a donné sa machine à écrire, et puis au bout de 4 ou 5 jours,
Clifford Geertz envoie avec quelqu'un un petit papier lui disant de lui rendre la machine. Il lui a rendu la machine avec un autre papier, ne compte plus sur moi. Et Geertz en a fait un problème, je suis stupide, j'étais stupide, j'aurais pas dû faire ça, le terrain c'est pas comme ça, etc. Toute une histoire. Moi je me dis, je suis marocain. Parce que je suis marocain, je n'ai pas besoin d'un assistant privilégié. Je parle avec tout le monde. Et qu'en parlant avec tout le monde, si quelqu'un dit tu ne comptes plus sur moi, je lui dis bon, tant pis. Et donc ce n'est pas uniquement à l'aise ou pas à l'aise, c'est des choix techniques. Mais pourquoi un anthropologue doit toujours avoir deux assistants privilégiés, un informateur privilégié? Pourquoi ne pas parler avec tout le monde? Et d'égal à égal, tout le monde. Bien sûr, il y a de l'argent, me dit. Il y a de l'argent, me dit Mohamed Jinja. Bien. Non, je ne pense pas. Non, mais non, il y a plusieurs. Il y a les cadeaux. Il y a d'autres qui ont fait. Il y a d'autres qui ont fait autre chose que ce que Geertz a fait. Il a donné des cadeaux Oui, j'ai donné des cadeaux, j'ai donné de l'argent, je le dis. Parce que ça fait partie du terrain, de l'éthique du terrain. Comment récompenser ces informateurs? Parce qu'ils sont là, ils ont pris 2 heures, ils ont pris 3 heures. Ils te reçoivent, ils t'offrent de l'huile, etc. Et là, c'est des questions éthiques. Je ne vais pas parler de ça, c'est des questions éthiques. Comment les récompenser? Pour quelqu'un, il faut donner de l'argent. Pour d'autres, si tu lui donnes de l'argent, il va te bouder, il va être humilié. Moi, tu me donnes de l'argent. Et pour d'autres, il serait content. Mais bon, ça, c'est le type de question. Jour par jour, je raconte mon terrain, jour par jour, le 2 mars, le 3 mars, le 4 mars, ce que j'ai fait jour par jour. Et à chaque fois, quel est le problème à la fois, soit ethnographique, soit théorique, que je me pose. Donc ce n'est pas Nest au fort, etc. Bon, c'est pas ça. Quoique j'ai rien contre. Mais bon, c'est pas mon type de description. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une position qui soit idéale. Pour chaque position, vous allez trouver, il y a des ressources et des contraintes qui ne sont pas toujours les mêmes, et pour l'autre, des ressources et des contraintes. Tu as parlé de la familiarité. Oui, bien sûr, je ne vais pas aller chez les Berbères pour apprendre ce que c'est qu'un agrom, ou ce que c'est que Tiflout, ou ce que c'est que Tamougaït, etc. Je ne vais pas aller chez les nomades pour etc. Mais, ça c'est dans le proche et le lointain, page 9, pour mes interlocuteurs, je suis citadin, et un citadin n'a pas l'occasion de savoir ce que veut dire Azrain, je ne le savais pas, ce que veut dire Isgar, Tasgart, Tersamt, Adors, Siga, Hlasa, Sar'oufa, Lgara, Targiba, et ainsi de suite. Et je peux vous donner des centaines de mots comme ça, berbères et arabophones, que je ne connaissais pas en temps, comme disent les anglophones, un urban grown anthropologist. Donc, quelqu'un qui a vécu. Ma mère me parlait, mais il ne me parlait pas de l'arrière, il ne me parlait pas des éléments. L'arrière, c'est un monde. L'attente, c'est un monde. C'est tout ce que je savais. D'abord, je l'ai comprise chez les nomades, parce que l'Acha, c'est la petite tante du pauvre. Donc, je non. Ça, mais ça, c'est rien. C'est quoi ça? C'est superficiel. Donc, ce que j'ai appris, et je l'ai dit, je l'ai écrit, je faisais le terrain, et donc, comme par principe, je ne commençais le 2e jour qu'après avoir rédigé mes 30aines de pages sur ma récolte du jour. Je ne passe pas. Sinon, je préfère ne pas faire du terrain. Et donc, il y a des petites astuces comme ça, des petites choses comme ça. Voilà comment j'ai pratiqué. Ça ne veut pas dire voilà ce qu'il faut faire. Mais moi, voilà ce que j'ai fait. Donc, familiarité, c'est très peu familiarité. Et je peux même dire, là, j'irai à Haïm Mohammadi demain. Ben, il est possible qu'à Haïm Mohammadi, quelqu'un me sorte 3 mots ou 4 mots que je ne connais pas. Haïm Mohammadi, pas loin. Haïm Mohammadi.
Et donc le jargon maintenant des jeunes, etc., que ce soit francophone ou arabophone ou darijophone. Donc la question de la familiarité, vous savez, il y avait à un moment, c'était un fonds de commerce. Il n'y a que le Marocain qui comprend le Marocain, que le musulman qui comprend le musulman, que le berbère qui peut comprendre le berbère, etc. C'est un fonds de commerce, c'est bien pour le fonds de commerce. Mais ça t'avance pas. Il vaut mieux partir et dire, bon voilà, je suis ouvert. Je raconte également, Moyen Atlas, 1985, je parlais avec un berger, il m'a dit, il n'y a pas de, je pense, voilà. Bon, bon. Sahibé, vous allez traduire par quoi en français? Ami. C'est simple. Un citadin francophone, قريت الفرنساوية, ami. Et puis il me raconte, il me dit, mais ami, ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas traduire. Il m'a raconté les rapports avec cet ami. Et finalement, je vais la faire un peu bref, finalement, c'est son patron. C'est son patron. Le qui goulé sahbi. Par euphémisme. C'est-à-dire le patron, c'est-à-dire le khammas غادي يقول صاحبي, الراعي غادي يقول هذاك صاحبي. Donc, il est très difficile et j'ai eu toujours des problèmes avec mes collègues qui ne sont pas anthropologues. Chaque fois que je pose une question facile, ils répondent à la place du paysan. Comme c'est moi, je ne savais pas. Ça va. Je sais, mais je vais écouter la réponse du paysan, du berger, pas toi, du qaïd, pas toi. Oui, oui, je sais. Et parfois, il est surpris. Et je lui dis, c'est la même chose que... Non, non, non. Je croyais que c'est... Donc, il y a un peu d'humilité. Et le fait de... Ça, c'est un présupposé théorique. Rahal en a parlé, mais également le Khatir. C'est de ne pas croire que la culture marocaine est homogène. Et que les Marocains partagent tout. Ça peut ne pas plaire à des gens. Il n'est pas nécessaire que les Marocains partagent tout. Il suffit qu'on partage 3 4 choses. C'est suffisant. On n'est pas obligé de tout partager. 4 5 choses qui nous unissent. Voilà, lorsqu'on était joyeux il y a 2 semaines, tout le monde était joyeux, sauf quelques-uns. Donc il y a la question de la familiarité, la question de la distance. Je la pose. Les historiens peuvent la poser. Les historiens, encore pire, je veux dire. Parce que les mots n'ont plus le même sens. Ils trouvent le mot, même en arabe. Non, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire autre chose. Et donc, ne pas croire que, parce que je maîtrise l'arabe, ou la darija, ou le berbère, que le monde est transparent pour moi. Un peu d'humilité et également un peu de distance. Briser la mémoire, etc., indigène. Voilà, donc je vais aller un peu plus vite. Alors, bien sûr, ce genre de livre, bien sûr, 4 décennies, il est venu après le proche et le lointain. Je ne l'ai pas médité, c'était pas dans mes plans. Il est venu après l'anthropologie des plus proches, un peu sur l'histoire de mes parents, mais c'était un exercice. Travailler sur les autres, sur la biographie des autres, etc. C'est un exercice pour affronter un peu son parcours, pas sa biographie, mais son parcours, comme j'ai dit tout à l'heure. L'atelier également, il est très difficile. Il est très difficile pour le sacré sacrifice, le sultan des autres, mais également pour Comment rester nomade, de présenter à la fois l'atelier et la vitrine. De dire au lecteur, voilà comment j'ai travaillé, voilà comment j'ai collecté, voilà comment j'ai fait le terrain, et en même temps, moi, quand je trouve des livres comme ça, j'arrête, je ne sais pas, à la 10e page ou à la 20e page. Très difficile, c'est pas intéressant. Donc maintenant, bien sûr, j'ai la possibilité, ça a été publié, donc je ne vais pas reprendre ce que j'ai écrit sur Sacré, sur le Nemad, etc., etc. Donc je dis, voilà, l'atelier, ou le backstage, ou les coulisses, ou la cuisine, des sciences sociales. Donc c'est ça ce que je raconte. C'est des choses que les anthropologues et les gens de sciences sociales ne publient pas automatiquement. Donc l'atelier, le terrain, les problèmes de terrain, j'en ai pas parlé ou j'en ai parlé très peu.
dans mes livres précédents. Oui, sur l'ère du temps, je commence par cela, mais bon, ça va être un petit rappel. Il est très difficile lorsqu'on réécrit son parcours, et vous êtes un peu familier avec, depuis mon jeune âge, je voulais être chanteur, chanteuse, depuis mon jeune âge, depuis 3 ans, 4 ans, je voulais être ça, etc. Moi, si je fais un peu la même chose, il y aurait au moins 6 ou 7 métiers que j'ai croisés et que je n'ai pas fait. Et donc, il n'y a pas de déterminisme. Mais je pense, pour répondre à mon ami Khatir, je pense que bien sûr, chaque génération, il y a ce que j'appelle l'ère du temps. L'ère du temps, c'est un concept flou. Et je le rends par un mot flou. C'est quoi l'ère du temps? L'ère du temps, je vais le décrire. C'est le marxisme de l'époque, le léninisme, c'est le ciné-club, c'est être anti-régime, c'est les années de plan, c'est lire le marxisme, c'est écouter Cheikh Imam, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je dis que le moteur est le même, la voiture n'est plus la même, mais le moteur est le même, le drive est le même. Il y a quelque chose qui reste, qui fait que même ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ça l'identité, il y a quelque chose qui reste, c'est quelque chose de constant, qui fait que je suis ce que je suis, même j'étais juriste, et puis ça, c'est la surface. Je pense que le drive, c'est cette flamme qui ne s'est pas éteinte, que j'ai entretenue, que j'ai soufflé par moment, pendant 8 ans, où la lecture était au centre, où la faculté était secondaire, le ciné-club, la lecture du cinéma, Lombard, on en a parlé tout à l'heure, la sémiologie. Lire pour vous-même, pas pour la fac, pas pour l'examen. D'accord. Cette flamme-là, je ne sais pas, on parle d'ascétisme un peu, il y a un peu d'ascétisme, un peu de masochisme peut-être, je sais rien, mais en tout cas, c'est cette flamme-là qui fait que vous devenez anthropologue ou sociologue ou historien, mais avec beaucoup de métiers, beaucoup de passion. Et ça, on ne peut pas l'acquérir ni à la fac, ni à la famille, je ne sais pas. C'est de la chimie, c'est de la magie, je ne sais pas comment. Et donc, je parle du hasard et de la saisie du hasard. De la saisie de quelque chose qui est venu s'offrir à toi à un moment donné de ta vie. Alors, le Ma'rouf, là, le Ma'rouf, je ne pense pas que la question du fondement social d'une société m'intéresse. Je dois te décevoir, au moins une fois. Non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, ce grand théorie qu'on trouve surtout dans la littérature française, dans la sociologie française. La grande théorie. Et ceux qui se sont inspirés de la grande théorie. Je ne pense pas qu'il faille réduire une société à un fondement. J'ai parlé j'ai décrit beaucoup de choses chez les nomades. Chez les nomades, j'ai parlé le fondement, c'était le chameau. Le chameau a disparu, c'est devenu le camion. Mais le camion n'est pas pour tout le monde. Quand je dis il est au centre, c'est-à-dire que par rapport au camion, vous avez une trentaine de personnes, vous avez un réseau qui implique une trentaine de personnes autour du camion, du propriétaire du camion. Et donc ils sont obligés de rester à un rayon de 15 km. Est-ce que le camion est le fondement de la société? Moi, je ne dirais pas ça. Le fondement de la société, non, je ne dirais pas ça. Est-ce que la mosquée est le fondement? La mosquée change en milieu rural. Le charte n'est plus le même. La tawala, tu le sais, maintenant il y a un salaire, je te donne 3000 dirhams ou 2000 dirhams, débrouille-toi. Il n'y a plus la tawala où les familles sont là et chacun connaît son tour. Aujourd'hui, c'est moi qui vais apporter les 3 repas au frais. Et puis... خصكم نتوما تقولوا ترادوي تاولا، علاش كتسناو شي واحد يقول ترادوي تاولا؟ ديما تسناو شي واحد يتكلم في بلاصتكم.
الو تا ولا هي النوبه، تا ولا النوبه اللي بغى يعرف هذا الشيء يشري هذا. سي ان ديكسيونير جبنا غير لهذوك اللي ما كيسولوش. Il y a une centaine de mots, une centaine d'articles. Dictionnaire socio-anthropologique sur le Maroc rural. Je ne pense pas qu'il y a Tawala, mais il y a Chart, il y a Talib, il y a la mosquée, donc vous pouvez trouver ça. Donc c'est la question. Donc, est-ce que c'est l'économie, est-ce que c'est la parenté? Moi, dans ma discussion avec Gellner, dans ma discussion avec Geertz, je ne suis pas dans le binaire. Geertz voulait descendre Gellner en disant que ce n'est pas la consanguinité qui est le fondement de la société marocaine, c'est la clientèle dans le bazar de Sfro. Moi, je dis, bon, pourquoi je vais choisir la clientèle ou la consanguinité? La consanguinité dans des contextes X, ça peut être un fondement social. Mais comme j'ai travaillé sur les nomades, j'ai décrit les devoirs. C'est ça, quand j'ai parlé de description microscopique. كتاخذ لا ليست نتاع من كنتي كتمشي هذا اش كيجيك هذا اش ما كيجيك لو لين دو بارونتي شحال عندك ديال combien de chameaux tu as, etc., etc. Et le lien de parenté, j'ai trouvé que c'est pas le même lignage. Le douar n'est pas une structure agnatique, c'est une structure socio-économique où il y a l'ami, où il y a le client, où il y a le beau-père, où il y a le beau-fils, etc., etc. Donc ça, c'est de la grande théorie. Il y en a pas mal. Pas, je sais que tu ne décris pas la société, mais ça ne m'intéresse pas. Est-ce que c'est l'économie, est-ce que c'est la politique, etc. Quand c'est l'économie, je le décris. Donc pour telle activité, c'est l'économie. Pour telle autre, c'est le rituel. Et pour telle autre, c'est autre chose. Donc non, je n'ai pas à réduire une société à un seul fondement, un seul pilier. Il y a plusieurs piliers. Il y a des piliers qui tombent et des piliers qui naissent. Maintenant, ce n'est pas la Jama'a, tu le sais, c'est l'association, c'est les ONG. La Jama'a, il est phagocyté par la société civile. Parce que la majorité est analphabète, parce qu'ils ne maîtrisent pas les techniques comptables, ils ne maîtrisent pas la procédure juridique, etc., etc. Est-ce que la société civile, maintenant, dans le Haut Atlas et ailleurs, c'est le fondement du devoir? Je dis que ça contribue, mais je ne peux pas dire que c'est le fondement. Mais bon, c'est une discussion entre co-religionnaires. Le braconnage, c'est simple. Le braconnage, un jour, quelqu'un dont la moralité était déjà douteuse m'a dit, c'est immoral. Le braconnage, c'est immoral. Alors, le braconnage, c'est tout simplement ne pas être prisonnier de l'anthropologie, ne pas être prisonnier d'une tradition anthropologique, ne pas être prisonnier d'un paradigme anthropologique, c'est de poser des questions et de voir comment répondre à ces questions. C'est pourquoi, ça a été dit, je ne dis plus anthropologue, sociologue, etc., ça ne m'intéresse plus. Je suis ce que je fais, comme pour les identités, je suis ce que je fais. Donc je braconne, histoire, philosophie s'il le faut, solidarité, objectivité, c'est des philosophes qui m'ont aidé à poser ces questions, ce n'est pas des anthropologues. Sur la solidarité et l'objectivité. Solidarité, c'est tout simplement... bref, je termine. Braconnage, je termine sur le braconnage, c'est pas mal. Merci à vous. Merci.